Donc voilà, donc je disais que j'avais fait des questions peut-être un peu longues, mais en fait, ce qu'on disait juste avant, c'est qu'on va prendre le temps de parler, d'articuler, que tout le monde comprenne bien, parce que c'est pas facile pour ces messieurs quand même de s'exprimer dans la langue de Victor Hugo, on va dire. Donc je vais lire un petit peu, contrairement à d'habitude où je suis un petit peu plus spontané. Donc voilà. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que tous les auteurs de BD qui sont en Espagne habitent à Barcelone? Parce que j'ai l'impression, à chaque fois que je rencontre un auteur et puis il vient d'Espagne, que ce soit Ralph Meyer, Sofiane Cholet, qu'il soit espagnol ou italien, ou Barbucci aussi, il était à Barcelone. Il est à Barcelone. Non, il y en a ailleurs, rassurez-moi. Moi, j'habite à Madrid. Ah, t'habites à Madrid. Ok. Donc t'es plutôt merengue que Blaugrana alors. Oui, heureusement pour nous, parce que lui habite à Barcelone, moi à Madrid. On n'aime pas beaucoup le foot. Ah, donc, bah, très bien. Comme ça se passe très bien. C'est pour ça qu'on peut faire Corto ensemble. D'accord, c'est facile de boycotter la Coupe du Monde alors pour vous. Ok, donc je vais commencer par Ruben. Du coup, tu commences la bande dessinée en 82. Je voyais avec la publication des Historias de una Barcelona. Oui. Pour la revue Cairo. Tu as à ton actif plusieurs collaborations avec Roré Zentner. Oui. C'est bien ça, ouais. Et en 97, du coup, avec Le Silence de Malka, tu décroches la phare du meilleur album étranger à Angoulême. Donc félicitations. C'est bien, hein, c'est une belle récompense. Donc je voulais aussi citer quand même ce que tu avais fait un peu avant pour te présenter donc, d'autres albums comme Tour de Valse en 2013 chez Dupuis, du coup. Et tu t'essayes aussi au western avec Jean Dufault, avec Loup de pluie, c'est ça. Et je voulais savoir, avant 1982, avant de faire de la bande dessinée, tu faisais quoi du coup? La bande dessinée. Oui, j'ai fait la bande dessinée. Ah, tu as toujours fait de la bande dessinée? Mais en bande dessinée très différente. D'accord. J'ai commencé à un atelier qui fait un peu de bande dessinée et un peu de publicité. D'accord. Parce que dans les premiers moments, je voulais aller dessiner dans le métier de la bande dessinée. D'accord. Et dans un atelier qui fait des choses, j'ai commencé là. Et c'est mon apprentissage en général, surtout pour connaître la BD américaine, les classiques. C'est très important pour moi. Et là, j'ai commencé à dessiner pour les agents, pour moyen de cet atelier, pas moyen des agences qui sont à Barcelone, qui avaient, dans l'époque, c'est le plus important. Il y avait pas mal, oui. Où avait les plus importantes agences qui travaillaient pour l'étranger. Et là, j'ai pu travailler pour l'Italie pendant beaucoup de temps, et après, plus tard, pour les pays nordisques. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de l'illustration et en même temps de la BD. D'accord, donc petit à petit. Et après, j'ai publié en Espagne avec la revue que tu as dit. Cairo. Cairo, Simoc, de revues plus importantes de l'époque. On avait d'autres. Et avec l'éditeur Norma. Norma, oui, qui est un grand éditeur espagnol. Qui fait beaucoup de traductions d'albums, Dupuis, Delcourt, enfin. Oui, aujourd'hui, mais dans l'époque, c'était plus qu'un éditeur, c'était une agence qui travaillait par tout le monde et est devenu un éditeur peu à peu, évidemment. Et la publication que tu disais, Simon Cairo, c'est on peut dire son premier revue qui donnait à connaître beaucoup d'auteurs étrangers, en même temps espagnols. D'accord. Et donc toi, Juan, tu as commencé à travailler dans l'animation, on en discutait tout à l'heure, parce que du coup on a fait le même métier. Et donc, je t'avais posé la question de savoir à quel poste c'était, mais du coup tu m'avais répondu, mais c'était pour indiquer aux gens que tu travaillais sur du layout. Ce qu'on appelle le layout en animation, c'est la préparation des plans en fait pour partir après l'animation. Plutôt layout décor du coup, ou plutôt anime? À l'époque, il n'y avait pas la différence. Tu devais faire les possines et les décors en même temps. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Et puis, moi, j'ai démarré sur les layouts, mais je n'ai fait que les layouts. J'ai fait en général toute la pré-production. C'est-à-dire que c'était pas rare que j'ai fait ça à cette époque-là aussi, des storyboards. D'accord, du dessin de pré-production aussi. Oui, ou même parfois des dessins, des personnages, ou des décors. Les décors,
moi, j'étais plus ou moins spécialisé sur les décors, mais en général, tu t'es débrouillé, tu connais bien sur très différents styles graphiques, faire tout, connaître d'un côté la technique de l'animation, qu'à cette époque-là, c'était complètement différent de ce que se passe aujourd'hui. Et bref, c'est une vraie école de tout, des dessins, des narrations, d'organisation aussi, de tout. Donc, Et du coup, c'est avec Guarnido, en fait, que tu... Alors, avant la reprise de Corto Maltese, du coup, tu as l'intention de faire la reprise de Inspecteur Canardo, du tout, avec Guarnido, sauf que tu as changé le canard en panthère et que vous avez appelé ça Black Sad. Non, mais non, c'était une boutade. Mais du coup, je pense que tout le monde ici connaît du coup le travail de Juan à travers Black Sad. Je pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas lu Black Sad? Non, mais sérieusement. Là. Non, personne. Ça va. Ça peut arriver. Hein. Ouais, ça peut arriver. Mais bon, c'est vrai que du coup, c'est. Ils sont clients de la librairie. Ils sont pas clients de la librairie. Du coup, les gens te connaissent surtout comme scénariste, du coup, mais tu dessines aussi, du coup, parce que tu viens de l'animation. Et tu as fait chez Dupuis, notamment en solo, au fil de l'eau, du coup. C'est Rue des Sèvres. C'est Rue de Sèvres, pardon. Oui, oui. Et, oui. C'est le seul album que j'ai fait en solo. En solo. Ouais, et du coup, tu préfères travailler en collaboration ou en solo? Parce que ça t'a permis de faire. Moi, j'aime les deux, sauf que quand tu travailles, quand tu fais les dessins, d'abord ça fait du peur. Parce que tu es tout seul dans la nature, donc ça c'est compliqué. Oui, tu n'as pas un deuxième regard sur ton travail. Oui, et surtout, tout c'est bien. On vient de l'animation, donc dans l'animation, c'est au niveau du dessin, c'est un travail hyper exigeant parce que tu dois changer beaucoup de styles et tout cela, t'adapter à un graphisme complètement différent. Donc moi j'ai fait ça pendant des temps, pendant des années, mais quand tu dois attaquer un BD, tu dois créer ton propre univers graphique. Et ça c'est compliqué. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Donc moi, vrai, ça m'a bloqué pendant des années. Mais je comprends parce qu'en plus dans l'animation, on fait tellement de styles différents. On passe du cartoon au semi-réaliste, et ce qui fait que des fois on cherche vraiment. Tu maîtrises, tu as beaucoup de facilité, on va dire. De facilité, de subtils. Mais en même temps, tu es caché quelque part dans une chaîne de beaucoup d'équipes, beaucoup de copains. Tu travailles avec des matériels graphiques qui est fait par des autres artistes. Donc, quelque part, tu es qu'un maillon de la chaîne, en fait, dans l'anime. Tu es protégé. Oui, bien sûr. Si tu fais une petite erreur, c'est pas grave, parce que quelqu'un derrière peut reprendre ton travail et du coup peut corriger ton truc, alors qu'en BD... Mais par contre, quand tu as des maîtres comme ça, ils font... c'est tout ça qu'il va faire va être avec son nom au-dessous. Oui, bien sûr. C'est complètement différent. Mais c'est marrant parce que j'avais vu à l'époque, tu avais dessiné quelques planches pour Black Sad, tu avais commencé. Oui. C'était pour montrer à Juanro un peu. Ah non, c'est parce que Black Sad au début c'était un projet à moi-même. À toi, un projet perso. Perso. Okay. C'est très moche. Hein. Non, c'est après, ça mérite moche. Ça, c'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Et donc du coup, si je me tiens à la traduction de votre patronyme en français, donc Canales qui veut dire Cano en fait en français, et Pelerero, donc je ne sais pas si je le dis bien, parce que je ne sais pas dire la rota, qui est du coup vendeur de fourrure ou fourreur en français, donc entre le coureur des bois et le marin de douce, vous étiez un peu appelés à bosser ensemble sur Corto Maltese. C'est un appel à l'aventure là déjà. Hein. C'était le destin. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment commence l'aventure Corto Maltese? Est-ce que c'est Corto Maltese qui vient à vous ou c'est vous qui allez à Corto Maltese? C'est-à-dire, l'idée part de vous ou c'est un appel d'offres en fait au départ? Ouais, c'est plutôt un appel. C'est les petites histoires derrière ça, c'est que l'agent droit de Corto Maltese, c'est Patricia Zanotti. Patricia Zanotti, elle est comment dire,
l'ayant droit, c'est exactement, il est en tête de la société qui est Europrat avait créé de son vivant encore pour gérer tous les droits, les originaux, tout. Et après la mort de Europrat, ça a continué. Bien sûr. Et c'est elle qui garde tout cela. Et en même temps, elle avait aussi à cette époque-là une maison d'édition en Italie qui s'appelle Lissard. Et c'était la toute première éditrice de Black Sad en Italie. Ah, donc, je connaissais Patricia depuis des années, d'aller à Lucca, faire la promo, le festival de Lucca. Et au moment qu'elle a décidé, parce que c'est elle qui décide si tu peux faire la suite de Corto, au moment qu'elle a décidé de faire la reprise, de continuer avec les personnages, elle m'a pris. Parce que Patricia savait déjà que j'adorais les personnages, et on avait une bonne relation. Moi, j'avais travaillé même dans l'adaptation au dessin animé de Corto. Donc voilà, elle m'a proposé. Et après, elle m'a demandé aussi avec qui j'aimerais faire couple artistique. Et moi, j'ai proposé à Ruben. Et voilà, on a fait un petit test et c'est parti. Tout le monde était content, soit Patricia d'abord, mais aussi Casterman et Riccioli, que c'est l'éditeur en Italie, et Norman en Espagne. Parce que c'est une espèce de coproduction européenne. Donc, voilà. D'accord, donc tu as proposé à Ruben le projet du coup. Et toi Ruben, dès le début tu t'es dit il faut que je dessine comme Prat, que je m'inscrive dans son style, ou tu t'es dit je vais y aller un peu avec mon style. Tu as un style au départ qui est un peu différent, un trait un peu plus gras on va dire, et puis plus travaillé, peut-être construit je veux dire sur le dessin. Et là tu as plus enlevé en fait sur Corto Maltese du coup. Donc tu as fait des compromis un peu pour ou c'est venu naturellement? Pas du tout. N'avait on dit aucune carrière de charge, on peut dire, dans le moment que j'ai accepté et que Juan. Seulement nous faisons une petite preuve il y a dans quelques expos qui a sorti déjà, et c'est 3 planches. Seulement pour que nous voyions un peu qu'est-ce que je peux faire. Et c'est vrai que Juan, il parlait évidemment de mon antérieur personnage que je fais ancien, Dieterlumpen, que c'est un personnage qu'il y a du monde qui dit Dieterlumpen, c'est comme dire les fiches de Corto Maltese. Ah d'accord. C'était déjà une aventurière. Une manière de dessiner l'aventure très spéciale. Et ça a joué, je pense, avec de force pour choisir mon travail. Elle aimait pour parler de moi. Non? Et après, nous faisons seulement cette épreuve des 3 planches. Et c'est là qu'on dit on peut aller bien. Non? Et c'est tout. Après, tout ce qui vient après, c'est de notre même désir de dessiner Corto Maltese de notre manière. C'est l'histoire qui vient après. Parce que c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé juste avant, mais déjà, dès votre adolescence ou jeune adulte, vous avez été influencé par Hugo Pratt. Vous baignez déjà un peu dans ses romans, dans ses aventures, Corto? À mon niveau... C'est pas ton adolescent. Non, c'est pas ton adolescent. Pas mon adolescent, je suis plus ancien. Tu connaissais déjà Corto bien adulte. Non, bien adulte, mais je connaissais Corto bien adulte, mais je connaissais Pratt avant que Corto. D'accord. Je connaissais Pratt, son époque argentine, qu'est-ce qu'il fait pour l'Angleterre, avant qu'il arrive avec Corto, évidemment. Je connaissais Pratt dans les moments qu'il publiait. Dans la première fois, que c'est très surprenant pour nous. D'accord, mais pour un moment que le dessinateur dessinait d'une manière très différente. Il était dans les fumetti déjà, Pratt, il publiait déjà dans des périodiques comme ça, je me souviens plus. Il publiait, avant que Fumetti publiait à l'Argentine, pour le marché anglais. Il fait un parcours, évidemment, dans son carrière professionnelle. Il devient après le Corto, qui s'est publié en premier lieu à l'Italie, mais c'est là
c'est à la France, à la revue PIF, que tout le monde connaît, que c'est son succès. Oui, mais ça a explosé. Oui, il était devenu un grand nom de la BD en Argentine. Ouais. En Argentine, il a travaillé avec Oesterheld et il a fait notamment Sabien Kirk. Et après, quand il a passé 15 ans ou quelque chose comme ça en Argentine, on travaillait là-bas. Oui. Et puis il est revenu en Europe, il est rentré en Italie et il n'était pas tellement connu en Italie. À cette époque-là, c'était les années 70, début des années 70, à la fin des années 60, au début des 70. Et c'est grâce notamment à Corto Maltese que ça a commencé à être hyper connu, et surtout grâce à son publication. Pas PIF, parce qu'en PIF, tout le monde s'en fiche. C'est vrai, c'était dans PIF, j'avais oublié. C'était un peu décalé par rapport à... Mais par rapport à Viking ou PIF PIF même. Mais c'est un peu après, quand il a été publié La Balade. La Balade, et que l'éditeur a été malin de présenter ça comme un truc différent. On peut parler aujourd'hui d'un roman graphique. Oui, parce que c'était des publications italiennes, je crois, en plus à l'époque. Et gros pagination, c'est pas forcément une publication, même si ça a été prépublié dans un magazine, c'est le bouquin qui a commencé à exploser un peu. Et puis à partir de là, mais à cette époque-là, Urprat avait déjà la quarantaine, donc c'était pas un garçon. C'était pas un débutant. Non, c'est pas un débutant, pas du tout. Donc reprendre Corto Maltese, on est d'accord, c'est un vrai défi quand même, à la base c'est pas facile, avec des nouvelles promesses de voyage et d'aventure. Il y a une vraie attente du public du coup pour écrire et dessiner dans la continuité d'Hugo Pratt. Est-ce qu'il faut penser comme lui et rentrer dans la peau du héros? Comment vous faites pour commencer une nouvelle aventure de Corto Maltese? Sur le premier album, du coup, plutôt plus que sur les suivants, parce que maintenant vous avez sûrement un rythme de travail. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que tu dois respecter et qu'est-ce qu'il ne faut pas forcément respecter. Donc notre seul chaillard des chars, comme dit Ruben, c'est à la fin être respectueux avec certains codes de Corto. Ruben peut expliquer, surtout graphique, au niveau graphique, son allure, son façon de dessiner un Corto, il doit être son façon de c'est subtil, hein? Oui, bien sûr. Façon de se battre, par exemple, c'est très lié à l'écriture en plus. Vous êtes devenu un Pratt à deux têtes quelque part en fait, parce que il est à la fois, il écrit et il dessine ses histoires, et effectivement, j'imagine. C'est une espèce de calligraphie. Donc, tout à fait. C'est ça que maîtrise Ruben, lui peut vous parler après. Et côté littéraire, c'est pareil. Il y a une chronologie qu'il faut respecter, parce qu'on fait la continuation de la série. Donc, assez clair. On ne peut pas raconter une autre fois des histoires qui se passent dans la Grande Guerre, parce que pendant ces périodes, c'est tout raconté. Donc on doit profiter les créneaux, les espaces blancs dans la chronologie du personnage pour développer des histoires. Donc il faut respecter l'esprit aventurier. Mais c'est tout, parce que on parlait avec certains des lecteurs qui étaient dans la séance dédicace, en comparaison avec des autres héros de la BD. Qui sont repris, tu veux dire? Qui sont repris, et Corto, c'est pas tellement un héros hyper codifié. Comme Blake et Mortimer. Comme Blake et Mortimer, ou Astérix. Parce que même Urprat, il ça permet de beaucoup changer. Il peut te raconter une histoire polar comme un tango, et d'autres plus aventurières, et côté graphique, c'est pareil. Donc tu as beaucoup de choses à choisir pour raconter
ton propre histoire. Bref, il y a beaucoup de liberté. Donc, c'est pas hyper compliqué. Ouais, donc c'est toujours compliqué raconter une histoire et dessiner une histoire. Mais dans le cas de Corto, on a pas mal d'éléments pour jouer avec. Donc, c'est plutôt un cadeau. Oui, parce que du coup, on parlait tout à l'heure graphiquement, Corto Maltese, c'est quand même. Hugo Pratt se permet de longues pages, de profils, de méditation. C'est vraiment le narrateur, on va dire, de l'introspection, c'est-à-dire du voyage à l'intérieur de soi-même presque. Il y a des planches qu'on lit, on est dans la pensée du personnage. Et il y a très peu d'auteurs qui arrivent à faire ça finalement, de par son rythme. Et du coup, comment tu as réussi à t'approprier ça, Ruben ? Par un côté, c'est évident que dans les premiers moments, c'est nécessaire de dessiner beaucoup les mêmes personnages, choisir quel visage de Corto. Je peux peindre un peu avec plus facilité. Par exemple, j'aimais beaucoup toutes les premières étapes de Corto Maltese pour mon dessin, évidemment. Après, il évoluait presque une signature, évidemment, jusqu'à moi, le dernier épisode. C'est comme une signature, le Corto Maltese. Mais j'ai cherché quel Corto Maltese peut arriver à moi pour dessiner, pour peindre des choses de son visage. Parce que je pense que Corto Maltese, si bien il a changé, il a évolué beaucoup, Pratt, tous les temps c'est Corto Maltese. Et pourquoi c'est Corto Maltese? Parce qu'il y a une chose à niveau de dessin, je parle, c'est nécessaire de respecter. Les nez, les yeux, au moins, silhouette. Les silhouettes, les manières qu'il court, les mouvements de lui, sont des choses qui fait Corto Maltese aussi. Évidemment, l'histoire qu'il raconte, évidemment, les liaisons de l'histoire et dans le dessin, mais surtout que l'auteur retrouve le Corto Maltese qu'il connaît. Parce que sinon, c'est autre chose. Bien évidemment, sûr. Ouais. autre chose de différent. Et ça, c'est la chose que je puisse étudier. Quels sont les tics du personnage que c'est nécessaire de respecter. Mais c'est une élection propre. Aucune m'a dit, tu fais Corto Maltese comme ça, tu fais... Aucune. Mais je pense que en même temps, c'est ce que je préfère à dessiner. C'est comme je est content. Oui, bien sûr, ça. Mais c'est important. C'est ça. Et Juan de Mer, il respecte des codes de personnages qui sont nécessaires. Sinon, nous faisons d'autres histoires d'aventure avec d'autres marines, d'autres choses. Oui, bien sûr. Ça, mais en même temps, faire une pure copie ou une simple copie, ça n'a pas tellement d'intérêt si tu ne mets pas de toi dans les dessins. Non, et les dessins, c'est seulement le visage. C'est le découpage, les cadrages, beaucoup de choses qui sont propres de moi, évidemment, parce que c'est mon métier, c'est toutes mes connaissances, qui sont dans l'intérieur de ces nouveaux Corto Maltese. C'est ça qui m'a intéressé de faire Corto Maltese. Jouer avec ça, les deux manières, moi et la manière de voir. Et des fois, quand tu travailles, ou vous travaillez, je ne sais pas comment vous travaillez en storyboard ou en découpage, quand vous travaillez sur une scène, ça vous arrive de vous dire « Ah non, il faut qu'on refasse parce que Pratt n'aurait pas du tout imaginé la scène comme ça, on est trop loin des codes » ou vous dites « Ah non, tiens, on va inscrire quelque chose de nouveau » ou vous posez ce genre de questions ou... Moi, je crois que c'est pas question de la fausse modestie. Je crois que tous les deux, on connaît par cœur les codes tant que lecteur. Même tant que lecteur. Donc ça vient d'une façon naturelle. Donc c'est assez rare qu'on se mette en question. Non, ça c'est pas... Parce qu'on n'arrive pas à sortir du chemin, en fait. Ouais, c'est ça. En général, ça se passe comme ça. Donc, notamment dans les dessins, je trouve que Ruben maîtrise ça d'une façon magnifique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont à lui. Il y a pas mal par exemple, dans les cadrages, les points de vue de certaines cases sont jamais vus dans l'univers de Corto Maltese. Hugo Pratt presque jamais va faire un plongée, un contre-plongée.
Et pourtant, tu vas voir dans les dessins dans les planches de Roubin beaucoup de contre-plongées, même la façon de faire la composition des scènes, c'est assez différent. Mais c'est mélangé d'une façon très malin de sa part avec ces codes qu'on connaît très bien. Les visages, c'est toujours les visages de Corto, la façon de bouger, les petits détails qui sont super importants comme les onomatopées, la présence d'un mouette, un feuille qui tombe, des codes graphiques, des petites choses. Donc ces mélanges, ça fonctionne très bien parce que ça permet de faire notre truc à nous, mais en même temps rester sur les codes de Hugo Pratt. Parce que alors, tout le monde doit être au courant ici, mais du coup c'est le quatrième Hugo Pratt que vous faites ensemble, le quatrième pardon Corto Maltese que vous faites ensemble. J'essaye de retrouver mon fil du coup, mais je me suis perdu. Ah non, je suis là. Donc Nocturne Berlillois, en fait c'est votre quatrième collaboration ensemble. Il y a eu avant donc du coup Sous le soleil de minuit, qui se déroule en Alaska et dans les territoires du Yukon, Equatoria qui est plus en Afrique équatoriale du coup et sur les bords de la Méditerranée, et le jour de Taharoawen où on navigue sur l'océan Indien, donc du coup là on a un Corto qui revient au cœur de l'Europe, il n'y a pas de mer autour de l'Allemagne à part le corridor de Danzig en fait, de Danks maintenant. C'était une volonté pour toi, enfin au départ, pour l'histoire du scénario, je parle, de retourner vers quelque chose de moins ouvert, de plus fermé, un peu plus oppressant du coup, notamment avec la thématique que tu choisis. Oui, c'est pareil. Oui, effectivement. Tout d'abord, on est d'accord, Robin et moi, à chaque fois chercher un endroit ou même un sujet un peu différent au tome précédent. Donc déjà, c'est comme ça s'impose un peu dans ce cas-là le fait de raconter une histoire plutôt urbaine. Voilà. Et après, on s'est dit aussi que pendant les années 20 jusqu'à les années 30, il y a beaucoup de choses à raconter des Corto qu'on ne connaît pas. Parce que Hugo Pratt lui a fait des histoires au début des années 20, c'est Samarcande, La Fable, Tango, Helvétique, mais à partir de cela, sauf Mou, on ne sait pas trop de Corto Maltese. Il a quel âge à peu près dans cette période Corto? C'est près de la quarantaine. Près de la quarantaine, d'accord. Ouais. Donc ça nous interpelle, ça nous dit, bon, ici on peut faire un truc que c'est Corto, mais en même temps on peut raconter des histoires, on a de l'espace narratif pour développer des histoires, des nouvelles histoires, des nouvelles aventures de Corto un peu inattendues pour les lecteurs. Et puis il y a les côtés très attachants de Berlin à cette époque-là, et de Prague aussi. La ville de Prague, on s'est dit que c'est la capitale magique de l'Europe. Donc quelque part c'est une espèce de Venise en milieu de l'Europe, hyper intéressant. Donc bon, bref, il y a beaucoup d'éléments intéressants pour faire une histoire dans cette période et dans cette lieu géographique. Oui, et puis en plus, du coup, au moment, j'imagine, où tu te lances un peu dans cette histoire-là, et si on écoute un peu les informations en même temps, on a un album qui fait énormément écho avec ce qui nous arrive en Europe, avec la montée des nationalismes dans différents pays. Et du coup, ça va faire bizarre, non? Et pas qu'en Europe, c'est un peu partout. Au-delà de l'Europe même. Il y a aux États-Unis, au Brésil. Le côté rural aussi. C'est un peu partout. Donc, et oui. Alors, on est dans les années 20 en même temps, là, un siècle plus tard, mais... Oui, moi j'ai dit très souvent que je ne crois pas que l'histoire se répète, mais en même temps, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre de l'histoire, donc ça tombe bien
de raconter à nouveau quelques événements et même quelques personnages historiques qui ont marqué l'histoire universelle. Donc, puis en plus, c'est une époque en fait où artistiquement, pendant la République de Weimar, on assiste notamment à ce courant expressionniste qui va influencer la peinture, le théâtre, le cinéma bien sûr. Et moi c'est ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est de retrouver une ambiance vraiment au niveau des cadrages, au niveau de l'utilisation des noirs que tu fais dans les décors, cette intention d'oppresser Cortot, parce que en plus c'est un courant qui a été quand même banni par les nazis. Enfin, ils ont voulu, parce qu'ils véhiculaient énormément de métaphores, et puis ils en avaient peur, puis pour eux c'était un truc de déviant. Hein. Donc, et vous utilisez vraiment pour moi cette forme d'expression, alors c'est peut-être encore plus flagrant dans la version couleur d'ailleurs, où il y a une utilisation des couleurs rouge, cash, qu'on retrouve un peu dans... C'était vraiment une volonté ou ça c'est un peu pareil, finalement, arrivé non, d'ailleurs, comme ça. Robin peut vous raconter les cas, notamment de l'utilisation des noirs et surtout des couleurs. C'est jouer avec ça, ce côté que tu réalises de donner une ambiance spéciale à cette époque. Oui. C'est une époque évidemment de joie parce que c'est pas milieu de guerre, après la Première Guerre. Le monde est très content en Allemagne, mais avec un côté très, très dur. Et l'histoire, c'est une histoire dans ce moment que les Noirs, pas les couleurs, jouer avec les Noirs. Et dans le moment que je lis l'histoire de Juan, je trouve que c'est nécessaire de jouer avec beaucoup de Noirs dans l'histoire parce qu'ils passent la nuit. Nous pouvons trouver le côté moderne de l'époque, que c'est la lumière qu'il y avait dans Berlin. C'est une chose qui jouait la lumière avec l'obscurité. Et ça donnait beaucoup de possibilités. Et après, le rôle de couleur, c'était important. C'est pour ça que dans cet album, j'ai joué d'une manière très différente à des côtés exotiques des autres albums. Non? Alors, j'ai besoin de trouver une couleur plate pour raconter mieux les séquences qui ont besoin d'une couleur spéciale, un peu psychologie, mais à un niveau très simple, non? Mais que c'est nécessaire pour raconter. Et en même temps, c'est une idée qu'il arrive à moi, d'une manière un peu surprenante par moyen de cet album, que c'était jouer avec une couleur comme les anciens dessinateurs américains. C'est un peu que placer bien l'époque avec une couleur plate qui ne passe avec une couleur d'aquarelle. Ça jouait avec toute une époque ancienne aussi, que c'est l'ancienne comic strip américaine. Tu pensais à quel auteur américain notamment? Oui, c'est l'influence de la page de Milton Caniff, de Steve Caniff par exemple, ou d'autres de l'époque, ces couleurs de l'imprimerie. Les couleurs primaires qu'on utilisait. Que les dessinateur fait une couleur derrière, une indication pour l'imprimerie. Je pense que c'est une couleur, je dis souvent, qui est bien pour Cortot. Parce qu'en même temps qu'il raconte, donne force à cette... on peut dire que c'est un peu comme les BD anciens, mais je trouve que c'est comme Cortot avec les affiches que tout le monde connaît de Cortot, pas la BD ou pas les aquarelles magnifiques de Hugo Pratt. Nous avons vu des affiches de Corto Maltese qui sont de couleurs plates, elles sont géniales. C'est bien pour le personnage, couleur plate. Et cette histoire avait un mélange de tout ça. En premier lieu, le dramatisme de l'histoire, pour jouer avec ces couleurs. Et du coup, pour continuer à parler technique, tu travailles plutôt... parce que des fois, c'est dur de voir en fait qui travaille sur quoi. Tu travailles plutôt informatique ou tu restes papier Non, je travaille à l'ancienne, avec les papiers, mais seulement avec les noirs. Les couleurs, c'est digital. Ah oui, les couleurs sont digitales, d'accord, ok. Et vous interdisez pas, je dis vous parce que c'est un projet commun, un jour pourquoi pas faire un album un peu, je sais pas, en aquarelle par exemple,
comme c'est Franck Le Gall qui avait fait ça pour Théodore Poussin, où il avait fait un album qui était en couleur directe au milieu de... C'est un truc qui, pour vous, semble... pourquoi pas, ou non, on va rester dans la série, parce que Casterman, ça... Pas maintenant. L'idée maintenant, c'était fait... D'être dans la continuité. Ça, oui, ouais. Mais Non, c'est... ne savais pas. Comme tu disais qu'il n'y avait pas de cahier des Peut-être charges. avoir 15 jours. On ne s'est perdu Pas rien. prévu. Au moment donné, Nous avons fait une 4 planches de couleur directe Ouais. dans une revue de Casterman. Ouais. C'est un petit hommage que nous faisons en couleur directe. C'est jouer un peu. Ouais, c'est de faire une chose parfois comme si celle-ci. Il jouait un peu. Oui, d'accord. Je pense que Corto Maltese, c'est bien pour jouer un peu avec Ouais. lui, mais avec ça, Avec les codes. avec Oui, parce que respectueusement. Pratt, de mémoire, il n'y a pas d'album qu'il a fait. Il y a beaucoup, on connaît beaucoup ses recherches ou ses dessins de Corto, mais il y a des albums en aquarelle, en couleur directe. Il y a un pas, album hein. qu'il a... Il a démarré, Samarcanda, il a démarré, il a fait Il commence en couleur deux planches, je pense. de planches, et après il s'est marre et Il passe Il à doit- autre chose. 200 planches comme ça, non, c'est pas possible. Les feutres Parce que à couvrir. là, du coup, je pensais à ça en lisant l'album, c'est que de passer à 3 albums où on a de la mer, des ciels, où c'est très aéré, des mouettes, et puis là on se retrouve paf, obscurité, c'est-à-dire que même quand on est au théâtre, qu'on est dans la rue, puis qu'on va dans un cabaret, en fait on a des ambiances couleurs qui sont très tranchées, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais presque un moment de plénitude ou de calme, quoi. On est tout le temps... Ouais. Et C'est un peu après c'est un parti angoissant. pris, Ouais. ouais. Mais cette époque-là, c'est comme Oui. ça, donc il faut être fidèle à l'esprit du temps, donc voilà, c'est un peu l'idée. Mais en tout cas, je crois qu'on reste dans l'esprit de Corto. Je veux dire que même dans les histoires qui se passent aux mers des Sourdes, dans les lieux les plus exotiques possibles, comme ce qui se passe dans l'Amazonie, l'intelligence de Wopra, c'était de montrer en même temps toutes les deux faces de l'humanité, la plus obscure, la plus lumineuse. C'est ça que j'ai trouvé toujours fascinant. Donc, au moment donné, ça donne une importance, effectivement, les lieux géographiques, mais ce n'est pas le plus important. C'est plutôt l'esprit du temps. C'est plutôt exprimer que c'est passé à cette époque-là, avec la fin des empires coloniaux, après avec la Grande Guerre, après les périodes entre guerres, que c'est très spéciaux. Donc voilà, c'est un peu subtil, mais je crois que là, c'est les trucs les plus surprenants de l'œuvre de Pratt et du personnage de Corto Maltese, et on essaie de... Oui, bien sûr. Après, Pratt a fait des albums un peu oppressants. Enfin, je pensais à la jeunesse de Corto, qui se passe dans les tranchées quasiment à 70% de l'album. On est avec des gens qui tombent partout autour de lui. Et avec Jack London, moi, j'adorais cet album à l'époque. C'est dur, quand mais même. qui est très dur pour le coup. Parce qu'il te montre la guerre dans toute son... Donc, les cruautés sont oui, parfois aberrants d'ailleurs. Moi, c'est un truc qui nous surprend tous les deux, qui parfois il vient des lecteurs qui disent bon, mais vous faites des... Par exemple, avec cet album-là, c'est très obscur, c'est un Corto quand même un peu inattendu. Non, c'est pas. Tu peux lire Tango, c'est un polar. C'est aussi assez sombre. Et ça que tu dis, la jeunesse de Corto, c'est dur quand même. C'est pas de l'exotisme, l'aventurière face à la mer, les grands horizons. Non. Ouais, t'as Sibérie aussi. Le Sibérie, il est très rythmé celui-là. Alors, c'est un personnage, heureusement pour nous, qui t'offre l'opportunité de raconter des histoires sans trahir l'esprit de l'univers. Oui, du personnage. Du coup, j'essaie de choper encore le cours de mon histoire. J'essaie de meubler en même temps que je cherche.
On ne devrait pas faire deux choses à la fois, en fait. C'est parce qu'on a déjà répondu. Mais en fait, c'est ça. Je suis en train de parcourir ce que j'ai écrit et en fait, j'ai déjà posé la plupart des questions que je voulais vous poser là, donc c'est pas grave. Si, il y a une question qui me vient comme ça. Quand on travaille dans le Berlin des années 20, ça doit être compliqué parce que la ville a été entièrement rasée. Ouais. Vous avez trouvé suffisamment de documentation pour... Oui, c'est compliqué, ce que tu dis, effectivement. Mais en même temps, c'est pas hyper compliqué parce qu'ils ont laissé beaucoup de témoignages, soit grâce aux films, documentaires, des illustrations, des photos, il y a beaucoup de choses. Mais c'est intéressant, c'est ce côté de Berlin, disons que l'album, la moitié de l'album se passe à Berlin. C'est la part de l'histoire les plus réalistes, les plus modernes, voilà. Et l'autre côté qui se passe à Prague, c'est plutôt rêveur, c'est plutôt fantastique. Bon. Et pourtant, Prague, tu peux aller à Prague et tu peux reconnaître la plupart des décors qu'on a dans l'album. Ouais. Et par contre, Berlin, c'est les Berlin qui ont montré dans l'album, c'est un ville rêvé parce que ça n'existait pas. Ah oui, mais ça n'existe plus. De toute façon, Berlin, au cours du XXe siècle, XXIe siècle, ça a tellement changé entre les années 20, les années 40, 50. Alors, moi, j'ai connu Berlin dans les années 80. J'ai des copains maintenant qui me disent tu vas y aller, tu vas rien reconnaître parce que la ville, depuis la chute du mur, a énormément changé aussi. Donc, oui, pas évident de retrouver des traces après. Bon, après, il n'y a personne aussi pour aller vous dire non, mais cette rue-là, on n'est pas dans Blake et Mortimer pour le coup qu'on citait tout à l'heure. C'est ça que tu dis très souvent avec la doc. On est fidèle, on essaie d'être fidèle à l'esprit. C'est plus fidèle à l'esprit qu'à la documentation rigoureuse, oui, évidemment. Parce que les mêmes dessins, c'est mieux donner une image qu'on peut imaginer, mais pas la réalité de l'époque. Mon dessin, c'est plus suggérant que réaliste, on peut dire. C'est plus évident dans les côtés de Prague, qu'on jouait beaucoup avec les côtés magiques, lyriques, ésotériques, un peu avec la brouillarde dans la vie qu'on imagine comme ça. Et Berlin, l'obscurité, alors ça, on peut jouer avec d'une manière plus simple avec le décor. Mais c'est pour ça que si bien il y a beaucoup de documentation de cette époque, au niveau de photos, en black and white évidemment, comme ça, et quelques films aussi. Et comme s'appelle le film qui a toute une journée. Oui, les documentaires, Berlin, la symphonie d'un grand ville. Symphonie, c'est un documentaire de tout un jour pendant Berlin de ces années. C'était important pour moi de voir ce film. Mais le plus important, c'est d'aller à les descendre de tous les détails, parce que n'est pas possible de savoir quelle relation. Si tu as dessiné cette place, c'est la place, mais il y a peut-être un détail qui c'est d'autre place. Oui, bien sûr. N'importe pas. C'est seulement que le lecteur récit l'ambiance en général. C'est l'atmosphère. Si tu veux respecter aussi l'idée de l'expressionnisme allemand, les décors étaient très déformés, très torturés. Et en même temps, c'est ça. Il y avait un côté un peu fantasmé de l'architecture. Oui. J'avais entendu une fois que Jean Giraud avait dit que Charlier avait écrit un peu la vie de Blueberry et qu'il savait où ça le menait. Est-ce que Pratt a laissé des traces un peu sur ce qu'allait devenir Corto Maltese ou Très peu. Très peu. De notre connaissance, il n'y a que quelques plans qui sont des croquis de la continuation de la jeunesse. D'accord. Qui étaient publiés, je crois, dans l'édition noir et blanc de Casterman. Et puis aussi quelques plans, un ou deux plans peut-être d'une espèce d'histoire de Corto avec Gandhi dans l'Inde. D'accord. C'est l'époque du coup À l'époque, il était avocat. Okay. Avant
Ah oui, avant d'accord. l'indépendance. Comme Jack London, c'est avant qu'il soit, Ouais. qu'il soit écrivain, enfin il est reporter de guerre. Donc, il n'y a pas grand-chose de D'accord. notre connaissance. Non, il n'a rien non. fait. Parce que moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers de Corto, c'est Kush, le guerrier éthiopien, là, Oui, qu'on retrouve dans Les Scorpions du désert, Ouais, et qui à un moment évoque Corto Maltese en disant on a perdu sa trace pendant la guerre d'Espagne. Ouais. Donc, est-ce que c'est des choses comme ça qui peuvent vous guider un peu, ou des choses qui sont laissées pour écrire de nouvelles histoires? Ouais. Ce sont plutôt de ça. Ce sont des pépites, des petites pistes qu'il a laissées un peu, qu'il a parsemées pas seulement dans Corto, mais aussi dans Les Scorpions. Mais c'est tout. Mais bon, ça nous donne des idées. Bon, dans la mythologie des personnages, on sait tous qu'effectivement la guerre d'Espagne c'est important. Soit parce qu'il va mourir là, soit pour qu'il va disparaître. Ouais, disparaître et mener une vie différente. Il y a une certaine ambiguïté dans la mort possible mort de Corto Maltese, parce qu'effectivement, il est évoqué qu'il va mourir pendant la guerre d'Espagne. Mais après, il y a aussi, au début de la balade, il est publié en fausse lettre où quelqu'un, je ne me rappelle qui, parle de Corto qui a vieilli, qui est encore vivant dans les années 60 en Chili, c'est pas. Comme C'est aveugle. Ou Jim Morrison ou Elvis qui sont Donc, il a été malin au Europrad pour jouer avec une certaine ambiguïté. Moi, j'ai dit très souvent qu'il était malin de faire ça avec deux sujets qui sont les plus importants dans toutes les histoires, la mort et l'amour. C'est pareil avec l'amour, on ne sait pas si jamais son grand amour c'est Pandora, et chaque fois qu'il est en train de chercher une fille, il ne dit pas jamais les noms. Donc il peut être Pandora ou pas. Donc on ne sait jamais. Et vous savez déjà où vous allez emmener votre héros dans ses prochaines aventures? On n'est pas sûr en 100%, mais on a décidé assez forte. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de nous dire où. Non, c'est très tôt pour. C'est très tôt pour en parler. Ouais. Parce que c'est un univers où il y a plein de personnages. Je parlais de Kush tout à l'heure, de personnages très iconiques comme Rasputin, mais on sait qu'il revient à chaque fois, Rasputin. Il y a des personnages que vous avez envie de faire revenir, que vous n'avez pas encore évoqués, ou pas pour. Tu as des personnages que tu as envie de dessiner, Pandora peut-être. Ça te dit? Parce que tout dépend de l'époque, de l'histoire. Oui. À la fin, c'est les. C'est vrai que Rasputin, c'est le plaisir iconique après Corto, pour jouer avec les histoires. C'est nécessaire de trouver une histoire qui Rasputin peut jouer un bon papier là, non? Sinon, toute l'histoire est grasse. Avec Rasputin, il gagne le terrain. Il gagne Corto. Oui, c'est vrai que. Oui, mais je trouve en même temps très intéressant de jouer avec de nouveaux personnages, en même temps, et de mélanger un peu avec les anciens. Je pense qu'un désir de nous, c'est de chaque fois que le lecteur retrouve personnages, ou bien sont très connus ou pas très connus. C'est comme l'histoire qui a la femme qui c'est une espionne ici, qui a c'est vrai. du monde que n'est pas vu. Peut-être le cas où une femme qui connaît Corto, qui connaissait, elle vient d'une histoire ancienne de Corto. Jouer avec ces choses, c'est très intéressant. D'accord. Juste pour finir, en fait, j'avais une petite chose à évoquer, parce que vous êtes plutôt de culture bande dessinée européenne, mais vous savez que Corto Maltese, c'est aussi quelque chose qui
qui est dans l'univers de DC Comics notamment. Ouais. Tu savais ça? Oui, je connais. En lisant Frank Miller, du coup, parce que dans Oui. Dark Knight Return, en fait, c'est évoqué pour la première fois. C'est une île, en fait, qui... C'est que ça a été de plus en plus développé Oui, comme oui, un truc c'est marrant parce important. que ça a été lancé comme ça. C'était plutôt un petit hommage. Ouais, un hommage. Et c'est devenu, en fait, une île vraiment dans l'univers de DC Comics. Oui, parce qu'on sait, on connaît très bien que Frank Miller est super fan de Pratt et notamment des Corto Maltese. Donc, mais vraiment super fan. Je me doutais un peu que vous le saviez en fait, c'était juste pour les amis. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des questions à nous poser? Enfin, ne nous posez pas à moi parce que du coup c'est pas intéressant, mais à nos invités. Monsieur Simon. Allez. Bonsoir. Je sais que Pratt et Manara avaient une relation qui était très forte, entre autres que Pratt avait peut-être même pensé à confier Corto Maltese à Manara. Est-ce que vous avez eu des retours de Milo Manara sur votre bande dessinée? Oui, il était en fait envisagé quelque part que Manara a fait les repris, mais finalement ils ne se trouvaient pas un accord, on peut dire, entre l'ayant droit et Manara pour faire la continuation. Mais je sais, parce que j'ai écouté Manara même dire qu'il n'était pas vraiment sûr de faire la continuation. Il avait vraiment la pression, les poids, parce que c'est au contraire que nous, il avait connu très bien Pratt, il était pas un élève, mais il avait une relation très forte personnelle avec lui, des maîtres, c'est pas, d'admiration. Et quelque part, je crois qu'il était un peu bloqué. Donc, mais c'est vrai que bon, d'une façon naturelle, Manara c'est le seul qui a dessiné ces scénarios de Pratt. C'est le seul dessinateur. Donc, de façon naturelle, on peut penser que c'était lui la personne destinée pour faire ça. Mais ça n'a pas arrivé. Son dessin, je ne sais pas s'il correspondait vraiment à l'esprit, ce que tu disais, le côté un peu instinctif. Il a un dessin très construit, Manara. Et il a, pareil comme Pratt, il a une identité graphique très posée. Ce qui fait que les gens tout de suite auraient vu en fait finalement un Corto dessiné avec le trait de Manara, avec ses codes à lui du coup. Je pense que ça aurait été dur à Manara peut-être. Oui, je pense qu'il s'est fait 1000 questions dans la tête qui ont donné a fait qu'il a été bloqué, qu'il a dit non. Mais bon, je trouve, quand j'ai proposé à Ruben, en fait, c'est exactement ça que tu dis, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, mais en plus, j'ai toujours admiré Ruben, j'ai connaissais son travail depuis toujours, notamment son travail sur Dieter Lumpen, que c'était déjà un aventurier et tout cela, et au niveau graphique, j'ai trouvé, lui peut raconter mieux, qu'il était dans les mêmes voies, pas parce qu'il était admirateur de Pratt, que c'est le cas, mais aussi parce que Pratt et Ruben partageaient l'admiration des autres écoles de dessin, des Argentins, des Italiens. Donc, influence commune. Oui, il y avait des influences similaires. Donc il y a une filiation naturelle. Il vient du même point, on peut dire. Et du coup, Ruben, quand tu retournes sur des projets personnels, c'est dur pour toi de te débarrasser de l'héritage un peu de Pratt pour retourner à des choses plus perso, ou au contraire, tu apprends en fait de ce que, je sais pas, tu as appris en dessinant à la manière de Pratt, et il n'y a pas... je sais pas, Dr Ruben et Mr Pratt, t'as pas l'impression des fois que, oh non, ça va être dur pour toi de retourner sur des projets perso, ou ça se fait naturellement finalement, tu l'as assimilé?
Je ne sais pas si c'est bien que je dis ça, mais je pense que ne m'influence pas Corto Maltese avec d'autres choses que je peux faire. Ah ok, c'est bien ça. Peut-être parce que dessiner pas comme Prat, dans le même univers, pour moi, ne c'est pas très compliqué. Oui, d'accord. Ok. Alors, c'est mal que je dis ça. Non, non, On peut dire, oh, c'est pas. simple. Ouais. Non, pas simple, évidemment, mais si que c'est un peu que disait Juan, que j'ai un univers pareil à niveau graphique, surtout dans mon niveau de dessin dans le layout. Évidemment, j'ai dans mon métier, mon évolution de mon carrière personnelle, j'ai choisi de manière de dessiner ici, comme ça, Malka, un peu de fumée bleue, tabou. Je suis un dessinateur que je pense, pendant beaucoup de temps, je crois que j'ai une manière de dessiner tous les temps le même. Je manque un style propre. Mon style propre, c'est de la manière que je raconte un scénario d'autre. C'est ça. Je prends le scénario d'autre et je fais mon travail pour que ce scénario aille plus haut. Et jamais je suis obsédé pour trouver une manière de dessiner, on peut dire, identificative. Bien sûr. Ouais, okay. Jamais. J'ai cherché dans chaque album une manière spéciale de dessiner, une manière d'évoluer mon propre dessin, de la recherche artistique dans cet album. Et avec Corto, c'est la même. J'ai cherché la manière de que mon talent au niveau de dessinateur restait pour que l'histoire qui Juan écrit arrive dans l'univers que nous connaissons et nous aimons de Corto Maltese. C'est pour ça qu'après, si je change d'histoire, maintenant je suis fait une histoire qui n'a rien à voir et je peux faire d'autres choses, rien à voir. C'est pour que on peut dire l'avantage ou pas de cette manière de retrouver mon style. D'accord, ouais, c'est bien parce que on parlait de l'animation tout à l'heure et c'est vrai qu'on passait d'un style. Alors, c'était pas des trucs qui étaient. Sont pas à toi. Ouais, c'est pas des choses qui nous sont propres ou qu'on faisait avec amour, c'est le boulot en fait. Mais de passer d'un style très cartoon à un truc semi-réaliste, il fallait toujours que je me fasse la main. Il y a un côté ici, mais à un niveau plus intérieur, à un niveau pas comme, je pense, comme les dessins animés, que tu es obligé à faire une manière. C'est une recherche très personnelle, que jamais j'ai voulu arriver à trouver un dessin que tout le monde identifiait comme mon dessin. Alors c'est pour un contre, pas une chance avec ça, parce que les savons que je fais non sont un grand succès, mais sont là. Et pour moi, sont de belles albums. On parlait avant de l'école argentine et tout cela. Il avait notamment Mais dans la Alberto Breccia. C'est pareil. Alberto Breccia, c'est lui qui disait ça. Il jamais a répété son style. Et chaque fois que tout le monde le demandait, parce que Breccia était prof à l'école à Buenos Aires, c'était copain du Prat. Il était un peu plus âgé, mais il était copain, tous les deux étaient des profs de BD à Buenos Aires, en Argentine. Et chaque fois que quelqu'un demandait à Breccia, Maestro, pourquoi tu fais des choses si différentes? Et lui disait, bon, pour moi, c'est de façon naturelle. Chaque histoire a besoin d'un dessin complètement différent. Et je crois que Ruben est dans les mêmes voies. Donc, chaque histoire te demande une façon de faire complètement différente. Donc, voilà. Il y a des dessinateurs qui bossent comme ça et qui sont doués. Donc, qui peuvent faire. Parce que c'est ça, tout le monde c'est d'autres manières. Tout le monde n'est pas capable. Manara, je sais pas si justement il est capable de faire ça. Je sais pas, il est super dessinateur peut-être, mais tu dois être capable et tu dois vouloir le faire. Ça va Simon, ça répond à ta question du coup? Moi je voulais savoir s'il y avait eu aussi un retour de la part de Manara, si vous avez parlé sur leur travail. Après, non. Et oui, après c'est très intéressant cette histoire. Non, je sais pas, mais on pourrait demander à personnellement. Non. Moi, je l'ai croisé, ça fait quelques années.
Et après, jamais parlé avec lui. Et on ne sait pas. On sait pas. Il y avait une autre question éventuellement? Oui, monsieur? Oui, éventuellement. Est-ce que vous avez envisagé de reprendre une autre série d'Hugo Pratt, style Scorpion du désert, Cherchant de Kurt, où il n'y a rien de prévu? Et Corto, c'est déjà trop, hein. Tu veux faire le Scorpion du désert? Non, c'est autre chose. C'est vrai que c'est très différent. Ouais. Moi, j'adore les Scorpions. Non, mais Moi, j'adore j'ai les comme histoires. dessinateur, mais je n'aimerais faire les scorpions. Non, c'est très bien, Scorpion. Tu ne veux pas dessiner des tanks? N'aime pas beaucoup. Moi, j'adore les beaucoup Scorpions. de tanks. Et moi, j'adore Guelin aussi. Fort Guelin et tout cela. Ah oui, Fort Guelin, oui. Ah là, c'est C'est chouette. Ouais, c'est super. Moi, j'adore. Mais je crois que c'est pas. C'est trop. Pourquoi pas? Mais déjà, Corto, c'est. Ouais, on imagine que c'est déjà un sacré morceau. Ouais. Non, c'est vraiment. On dépense beaucoup de temps à faire, Oui, on consacre Et puis, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que c'est assez exigeant de faire la reprise de Corto au tout niveau. Parce que par exemple, Ruben dit, pour moi c'est facile de dessiner. Bon, c'est une façon de parler. dans la base, dans le layout. Oui, mais par exemple, c'est compliqué, c'est que tu dis toujours faire les découpages, c'est hyper compliqué. C'est vraiment, tu dois passer du temps à réfléchir sur la façon de raconter cette histoire-là. La composition, tout ça. C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Après, il y a la professionnalité, la manière de dessiner, la connaissance avec les années, surtout. Mais le plus important, c'est dans le même corto. De chaque album, il y a une manière spéciale à dessiner. C'est le même que cada corto, il y a une histoire à raconter différente. Et toi, as joué avec les mécaniques de raconter, d'écrire tout ça. Non? Et puis, Et moi, le même. j'ai l'impression que sur les Scorpions du désert, de mémoire, c'est encore très différent au niveau du dessin. Les véhicules sont tracés vraiment. Mais il y a un côté c'est un peu réaliste entre guillemets qu'il n'y a pas dans Corto. C'est assez pareil là, ce qui se passe avec Corto. Il y a des différentes étapes. Et côté les véhicules et tout cela, c'est le même qu'avec Corto. Europrad se marre de dessiner les trains, les bagnoles. Tango, c'est pareil, ils sont tous dessinés d'une façon complètement dehors le style de Pratt. Ça choque un peu. Un peu des fois. Ouais. C'est un peu décalé hein, dans le style Oui, parce qu'il avait des assistants. Ouais. Non, mais c'est bizarre parce qu'il même d'une façon, c'est risqué parce qu'il avait des cases avec les personnages qui sont faits avec les feutres, avec les traits assez gros. Oui. Et à côté, dans les mêmes cases, il y a un véhicule, même les chevals aussi, qui sont dessinés par les assistants avec les rotrines comme ça, la ligne. C'est marrant du coup qu'ils n'aient pas utilisé les mêmes outils parce que c'est un peu la base. Après, mais il était Europrad, il pourrait faire et il l'a fait. Oui, c'est ça. On avait une autre question? Oui. Est-ce que, Ruben, avez-vous un projet plus personnel après ça là, à dessiner? Est-ce que vous êtes sur un nouvel album, autre chose? Maintenant, j'ai fait une histoire, je suis presque au fin maintenant. Je pense qu'avec un peu de chance, on peut sortir l'année prochaine. Je sais pas. Un peu de chance et un peu de travail. Un peu de travail manque encore. Parce que c'est une histoire pour Air Libre depuis. Une histoire qui s'appelle Barcelone, mais c'est pas. C'est différent. D'accord. Tant que scénariste. Ah oui, en tant que scénariste, c'est bon, comme ça on peut juste. Pour savoir, tu relances un nouveau Black Sad aussi Oui, c'est prévu pour l'année prochaine. D'accord, c'est ok. Pas... Je crois il doit sortir pour la rentrée. D'accord. Mais sinon, tout se passe bien hein, par l'instant. Le scénario est écrit depuis longtemps parce que j'ai écrit
d'un coup tous les 2 albums, les diptyques, D'accord, ouais. les 6 et les 7. Et Juanjo avance bel et bien avec les planches, donc si tout va bien, normalement il doit sortir l'année prochaine. Super. On a hâte de lire tout ça. Il y avait encore une question éventuellement? Ou tout a été dit? Je voulais juste faire peut-être une Oui. petite remarque. Quoi. Moi, je suis de génération PIF, quoi, donc c'est moi j'ai connu, je comprenais strictement rien, mais je voyais Corto et ça me fascinait. Et je le trouvais comme j'avais l'impression que c'était un diable, mais assez gentil, quoi. Alors là, c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a un rappel assez concret dans votre dernier album, on le voit surtout dans la couverture noire. Et Corto, c'est le diable ou pas voilà, c'est la question en fait. Quelque part, c'est assez amusant de voir comment vous avez pu utiliser en fait cette imagerie diabolique sur un personnage. On ne sait pas trop ce qu'il est, il est les deux un petit peu, quoi. Donc c'était assez fascinant de voir ça. Donc moi, ça m'a fait un choc parce que je pensais ça quand j'étais enfant. Et ben, je l'ai relu avant-hier, voilà. Enfin, je l'ai lu avant-hier et là, ça m'a fait quelque chose, quoi. C'était assez marrant. Bon, la référence au diable, ça vient plutôt de l'effet qu'il lui est en train de jouer dans un tournage d'un film de cette époque-là. Et à cette époque-là, c'est vraiment l'explosion, on peut dire, du film allemand expressionniste. Et la plupart des histoires sont fantastiques, fantastiques, voire terreur. Donc il y a les cabinets de Caligari, il y a Faust notamment, il y a l'étudiant de Prague, je sais pas, il y a pas mal de histoires avec de cet genre. Donc ça tombait bien de faire jouer Corto dans les rôles des diables. Ouais, très bien, merci. Ok, et ben, si vous n'avez plus de questions, voilà, on va remercier nos invités. Merci à vous deux. Non, merci.